Tu me dis quand je passe en partager, hein? Ouais, je te dirai. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on est déjà en direct sur ce nouveau Facebook Live aujourd'hui. Donc, nous allons recevoir Alexandra Belaïev qui va nous parler de la pathologie FSH. Et puis, on va faire un petit focus sur les dernières informations sur une société, Dean Therapeutics, et son utilisation des oligonucléotides antisens, qui sont une voie thérapeutique pour notre pathologie. Donc, on va attendre quelques secondes pour que le public arrive. Alexandra, donc déjà, bonjour. Merci d'être là à nouveau, puisque tu nous avais Bonjour, déjà c'est fait un une plaisir. présentation au tout début mars, il me semble. Oui, Non, oui. à la fin mars, peu de temps après le Enfin, confinement, en fait. on était très confinés en On tout cas. était très confinés, donc c'était fin mars. C'était notre première intervention, notre premier Facebook Live pour présenter de la recherche. Et donc là, à nouveau, tu nous fais une deuxième session avant peut-être une troisième session un de ces jours. Et donc là, on va mettre un petit coup de projecteur sur quelque chose que tu connais très bien. Ce sont les oligonucléotides antisens, qui est une chose absolument imprononçable. Mais non, mais non. On dit oligo tout court. Oligo, ou alors OA. Ouah. Donc Alexandra, je pense que tu peux y aller. J'ai l'impression que c'est en train de se remplir. On est en diffusion en direct. J'ai pas l'impression que on soit interrompu, donc je pense que ça marche pour tout le monde. Ok, je partage l'écran là. Allez, vas-y, à toi. Donc les amis, soyez bien attentifs. Alexandra L'anima- commence à parler. Je reçois le message. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les Pardon, participants. excuse-moi, je t'active le partage d'écran. C'est qu'en effet, je t'ai bloqué de ce côté-là. Et donc, partage d'écran, tous les panélistes, c'est parti. Voilà, voilà. Ça commence à aller. Alors, donc, pour ceux qui étaient présents lors de la première séance confinée, vous remarquerez l'amélioration technologique extraordinaire. Maintenant, nous avons droit à des diapos. Voilà, Vincent, tu me dis, est-ce que je commence maintenant ou j'attends Vas-y, encore un tu peu? peux y aller. Il y a des gens qui sont déjà arrivés. On a démarré, on est en direct. À toi de jouer. Fais-nous un Ok. cours magistral. Voilà, merci, bienvenue à tous. Et donc, je vous rappelle mon petit topo habituel pour resituer vraiment tout le contexte, qu'est-ce que c'est qu'une cellule, qu'est-ce que c'est qu'un ADN, une protéine et toutes ces sortes de choses qui vont vous permettre de comprendre ce qu'est le problème dans la FSH, qui est cette protéine toxique qui s'appelle DUX4. Donc, toutes les cellules d'un individu ont le même programme génétique et nous avons ici un joli petit bonhomme qui fait quelques 100 000 milliards de cellules. Et dans le noyau de chacune de ces cellules, voilà un exemple d'une cellule, voilà son noyau, il y a 23 paires de chromosomes. Alors, le constituant principal à la fois de notre petite cellule isolée et de tout le bonhomme avec ses 100 000 milliards de cellules, ce constituant majeur, ce sont les protéines. Alors, les protéines, c'est quoi? Eh bien, c'est plein de trucs de formes et de fonctions très différentes. Et pour nous simplifier la vie dans cette petite exposé, nous allons donc comparer les protéines à des gâteaux. Et vous les voyez, il y en a de toutes les sortes. Et on va s'intéresser en particulier à un gâteau qui a ce type de structure, mais gardons le suspense, nous y reviendrons bientôt. Alors, les chromosomes, ils sont constitués d'ADN. Et vous vous souvenez de cette jolie structure en double hélice d'ADN découverte par Watson et Crick en 1953. Et on va faire un gros plan sur cette double hélice d'ADN. On a ici chacun des brins de la double hélice. Et vous voyez que chaque brin est constitué par l'enchaînement de maillons que l'on appelle des nucléotides ou des bases. Et on va se simplifier la vie en les appelant des lettres. Et donc l'enchaînement de ces lettres va constituer une très grande chaîne d'ADN. Il n'y a que 4 lettres différentes. A, G, C ou T. Donc contrairement à l'alphabet de la langue française, on a un nombre restreint de lettres. Mais c'est comme pour une langue, c'est l'ordre d'enchaînement des lettres qui définit l'information portée par l'ADN.
Donc, nous avons un brin qui est dit sens. Vous voyez, il va de gauche à droite, dessiné comme ceci. Sur ce schéma très simplifié, vous ne pouvez pas savoir pourquoi on dit qu'il est sens et pourquoi on va dire que l'autre brin est antisens. Nous verrons plus tard la structure chimique de l'ADN qui nous permettra de comprendre cette orientation sens ou antisens. À ce stade, il suffit de savoir que une information portée sur un brin, donc qui est définie par l'ordre d'enchaînement des lettres, peut être retrouvée sur l'autre brin avec une règle très simple. Chaque fois qu'il y a un T sur un brin, il va y avoir un A sur l'autre brin. Chaque fois qu'il y a un C sur un brin, il y aura un G sur l'autre brin. Et donc avec cette règle très simple, A devant T, G devant C, à partir d'un seul brin, on peut reconstituer l'autre brin. Quand je dis on peut, qui est-ce qui peut? C'est qui ce on? Hein, comme dit mon mari, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela, on pourrait ranger, mais c'est qui on? Il y en a marre que ce soit toujours moi on. Ici, on, c'est qui? Ce sont les enzymes qu'il y a à l'intérieur du noyau de la cellule. Donc, si vous allez vous exposer aux ultraviolets de manière violente, vous attrapez des dégâts dans votre ADN sur un brin, eh bien, les petites enzymes qui se trouvent à l'intérieur de votre noyau vont enlever la partie abîmée et vont utiliser le brin qui n'est pas abîmé pour fabriquer à nouveau un brin correct. Donc, on dit que ces deux brins, l'un en face de l'autre, liés l'un à l'autre avec ces paires de bases A, T, G, C, on dit que ces brins sont complémentaires. Donc, les deux brins complémentaires de l'ADN, un brin sens, un brin antisens, et on peut toujours retrouver un brin à partir de l'autre avec la simple règle de complémentarité ATGC. OK. Alors, un gène, c'est quoi? Eh bien, c'est un segment d'ADN qui porte la recette pour fabriquer une protéine. Je vous rappelle, on a comparé les protéines à des gâteaux. Alors, pour vous donner des exemples de protéines, l'hémoglobine qui transporte l'oxygène de vos poumons à votre sang et à vos différents tissus, c'est un exemple d'une protéine. Nous avons les enzymes dont je viens de parler qui peuvent réparer des lésions dans l'ADN. Ce sont aussi des protéines. Et donc, il y en a toute une volée. Vous avez dans le muscle les deux protéines actine et myosine qui forment des filaments qui vont coulisser les uns sur les autres lors de la contraction musculaire. Eh bien, ces filaments actine-myosine, ce sont aussi des exemples de protéines, donc dans notre analogie, des exemples de gâteaux. Alors, on peut donc comparer l'expression d'un gène à la confection d'un gâteau. Vous avez le noyau à l'intérieur de la cellule. Dans le noyau se trouvent les chromosomes qui sont constitués d'ADN, dont certains segments sont des gènes. Eh bien, on va considérer que tous ces gènes sont des recettes pour fabriquer des gâteaux et que ce noyau est une sorte de bibliothèque centrale dans laquelle se trouvent tous les livres de recettes, donc tous les chromosomes, tous les gènes, pour fabriquer tous les gâteaux dont la cellule peut avoir besoin, dont le corps entier peut avoir besoin. Donc, problème, cette bibliothèque, les livres qui s'y trouvent ne peuvent pas en sortir. L'ADN est la chose la plus précieuse que nous ayons dans nos cellules et donc il est protégé à l'intérieur des noyaux et ne peut pas en sortir. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on a besoin de fabriquer une protéine, un gâteau à l'intérieur de la cellule? Eh bien, une enzyme va venir copier le gène sous forme de ce que l'on appelle un précurseur de l'ARN. Et ce précurseur de l'ARN va subir différentes étapes de modification qui vont lui permettre de sortir du noyau sous la forme de ce que l'on appelle l'ARN messager. Donc l'ARN messager porte la copie de la recette qui se trouvait sur le gène. Donc c'est un peu comme une photocopie d'une page d'un bouquin à la bibliothèque et on peut sortir avec la photocopie. Donc cet ARN messager va pouvoir donc quitter le noyau et aller dans la cellule à l'endroit où se trouve la machinerie qui permettra de fabriquer la protéine, qui permettra de fabriquer le gâteau en fonction de la recette portée sur le messager. Alors voici un exemple d'une protéine gâteau. Donc c'est une protéine qui est produite par la cellule en suivant la recette qui était écrite sur son gène. Alors,
cette protéine gâteau peut en fait être un chef. Et les protéines chefs vont décider quels sont les gènes qui vont être activés. Donc, quels gènes sont activés, quelles recettes vont être utilisées dans la cellule pour fabriquer d'autres gâteaux protéines ou protéines gâteaux. Ça va? Donc, les protéines gâteaux chefs sont extrêmement importantes pour l'organisation de la cellule. Et ce sont eux qui vont définir dans quel ordre les gènes vont être utilisés et quels sont les gènes qui seront utilisés à quel moment dans la cellule. Alors, on va voir maintenant un peu un conte de fées. Il était une fois un joli spermatozoïde bien effilé, profilé pour filer à la vitesse de l'éclair, qui a rencontré un ovocyte bien grassouillé, bien douillé, qui n'attendait que lui. Et dans la course folle de tous ces spermatozoïdes pour essayer d'arriver le premier au niveau de l'ovocyte, il n'y en a qu'un qui va pouvoir entrer et celui-là va apporter 23 chromosomes qui viennent du papa aux 23 chromosomes qui se trouvent déjà dans l'ovocyte de la maman. Donc, au total, cette première cellule qui va être formée par la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovocyte va être appelée le zygote et aura des paires de chromosomes. Pour chaque chromosome, un qui vient de sa maman, un qui vient de son papa. Alors, le développement de l'embryon, donc à partir de cette première cellule qu'on appelle le zygote, l'ADN, tous les chromosomes vont être copiés de façon à se trouver avec deux jeux de chromosomes au moment où la cellule va se diviser. On voit bien ici les deux cellules de cet embryon très très jeune et chacune de ces cellules aura hérité des mêmes chromosomes que ceux qu'il y avait dans la cellule de départ. Ces deux cellules vont à leur tour se diviser, on en obtiendra 4, et donc chaque fois avant la division d'une cellule, elle va dupliquer ses chromosomes de façon à ce que chacune de ces cellules filles ait un exemplaire complet du jeu des 23 paires de chromosomes. Donc une cellule se divise en donne 2, se divise en donne 4, se divise en donne 8, etc. pour arriver à notre petit bonhomme. Eh bien, la protéine qui vous embête tellement, vous qui êtes atteint d'FSHD, cette protéine DUX4 est en fait le chef du début de l'embryogenèse. Alors, il y a une petite différence selon qu'on est chez la souris ou chez l'homme, puisqu'il existe chez la souris une protéine DUX qui ressemble très très fort à la protéine DUX4 qu'on a chez l'homme. Donc ici, je vais vous donner le cas d'un embryon humain. Donc, le gène DUX4 est indispensable pour pouvoir passer du stade de 4 à 8 cellules. Donc, le gène DUX4 vient, vous voyez la grosse flèche verte ici, activer les gènes du zygote. Donc, ces gènes du zygote, ils étaient au repos jusqu'au moment de la fécondation. La première division a pu se faire sans problème. Et puis après, on se trouve calé si on n'a pas activation de DUX4 qui vient activer les gènes du zygote. Chacun de ces gènes se met alors à permettre sa copie sous forme d'ARN messager. Les ARN messagers vont sortir du noyau, aller dans la cellule, diriger la production de la protéine dont ils portent la recette. Et toutes ces protéines de zygote vont permettre de poursuivre le développement embryonnaire jusqu'à avoir le très joli individu que vous constituez. Donc là, Alexandra, petite précision, à ce moment-là, DUX4 n'est absolument pas toxique. Il est même nécessaire et indispensable. Voilà, DUX4 est tout à fait capital pour le développement correct de l'embryon. Alors, des expériences ont été faites chez la souris. Donc, chez la souris, DUX4 est nécessaire pour passer du stade de 1 à 2 cellules, déjà donc un peu plus tôt que chez l'embryon humain. Et si on supprime complètement DUX, on va avoir un tout petit nombre d'embryons qui vont se former et qui auront des grosses difficultés à se développer. Donc, DUX est vraiment très, très important pour le développement de l'embryon. Donc, la seule différence entre le DUX de souris et le DUX4 humain, c'est le moment auquel ils sont nécessaires, mais c'est en tout cas au tout début de l'embryogenèse. Alors, on imagine bien notre DUX comme un petit gâteau chef. Il va être très compliqué de fabriquer un embryon. Il y a des tas de protéines qui vont devoir être produites dans un ordre bien précis pour arriver à fabriquer d'abord un grand nombre de cellules
Et ensuite que chaque cellule sache si elle va devenir un neurone dans le cerveau, si elle va devenir une cellule de peau, si elle va devenir une cellule de l'œil ou si elle va devenir une cellule de muscle. Et donc, il faut organiser tout cela. Toutes les recettes sont dans les chromosomes, mais elles ne doivent pas être utilisées toutes en même temps et elles doivent être utilisées dans un ordre particulier et à des moments particuliers selon le type de cellule. Donc, il faut de l'ordre pour fabriquer toutes ces protéines de l'embryon et on a besoin d'une cascade de protéines chef et sous-chef. Par exemple, le chef numéro 1 donnera l'ordre au gène qui porte la recette du chef numéro 2 d'être activé. Une fois que le chef numéro 2 est présent, il va lui-même donner l'ordre à une série d'autres gènes de produire les protéines dont il porte la recette, et ainsi de suite. Donc, on a toute cette cascade. Et on imagine bien que notre DUX4, eh bien, il est tout en haut de la cascade, chef numéro 1, pour développer l'embryon. Alors, maintenant, passons à un autre type de cellule, une cellule de muscle. Ben là aussi, il va falloir produire une série de protéines et dans un ordre particulier, donc activer une cascade de gènes. Et on a également toute cette cascade de protéines, chef numéro 1, 2, 3 et 4. Alors, jusque-là, tout va bien. Mais là où ça va commencer à coincer méchamment, c'est quand vous allez amener le chef du développement de l'embryon dans une cellule de muscle. Parce que, évidemment, les protéines dont on a besoin pour faire un embryon ne sont pas les mêmes que les protéines dont on a besoin pour faire du muscle. Donc, si DUX4 se met à fonctionner comme chef à l'intérieur d'une jolie cascade bien organisée dans la cellule de muscle, il va induire un énorme désordre dans cette cellule. Et donc, DUX4 est comme un chef fou. Il va activer des gènes qui, normalement, ne sont pas activés dans les cellules de l'embryon et il va bloquer la production de certaines protéines dont on a besoin dans l'embryon. Donc, en gros, DUX4 va foutre le bordel dans la cellule de muscle. Ça va? Donc, DUX4, c'est un gâteau chef qui est fou. Il est toxique pour les cellules de muscle parce que les cellules de muscle sont tellement perturbées par l'activation d'une série de gènes d'embryon alors qu'elles ne doivent normalement jamais voir ces gènes d'embryon activés. La cellule de muscle va être détruite par ce processus. Donc, la solution est simple. Pour améliorer la situation dans la cellule de muscle, il faut absolument neutraliser le chef fou et donc éliminer la protéine DUX4 ou l'empêcher d'être produite ou l'empêcher donner des ordres aberrants à toute une série de gènes d'embryons qui ne doivent pas être activés dans le muscle. Et là, Alexandra, j'ai une question qui me taraude, que je vais poser. Est-ce qu'on connaît la quantité de DUX4 qui inonde de manière inappropriée une cellule? Est-ce que c'est des petites quantités, des grandes quantités? Est-ce qu'il suffit de peu pour faire beaucoup de dégâts ou est-ce qu'il faut beaucoup pour faire beaucoup de dégâts? Est-ce qu'on a une idée de la cinématique de production dans la vie de la cellule de cette protéine DUX? Alors, ce qui est très particulier à cette protéine DUX4 dans le muscle, dans les cellules de muscle de patients, c'est qu'elle est produite en très petite quantité pendant des périodes très courtes dans un très petit nombre de cellules. Donc, on compte que sur environ 200 noyaux de cellules, on ne va voir le gène DUX4 activé que dans un noyau sur 200 quand ce sont des fibres musculaires, un noyau sur 1000 quand les fibres musculaires ne sont pas encore constituées, quand on n'a encore que les précurseurs de ces fibres. Donc, ça a pris des années avant d'arriver à détecter la protéine DUX4 dans les muscles de patients parce que justement, elle est produite en tellement petite quantité, vraiment, on appelle ça des pulses. Donc, ce sont vraiment des petites bouffées d'expression de DUX4. Ensuite, DUX4 est rapidement détruit et on ne le voit pas. Mais par contre, on peut voir les dégâts qu'il a causés. Et donc, si vous avez un tout petit peu de protéine DUX4 qui est produit dans le muscle et qui va activer une série de gènes, les gènes correspondant aux chefs marqués en noir ici, ce sont ceux qui normalement sont produits dans l'embryon et pas dans le muscle, eh bien quand DUX4 aura été détruit, on verra toujours l'effet de sa présence. Il est allé activer les gènes
qui produisent le chef numéro 7 et le chef numéro 10. Et ceux-là, ces protéines-là, on peut arriver à les détecter. Elles ont une vie beaucoup plus longue que la vie de DUX4. Et donc, il y a une expression qui vient dans la littérature scientifique sur la FSHD, on les appelle les footprint genes. Donc, les gènes qui correspondent à l'empreinte du pied de DUX4. Donc, si DUX4 est passé par là, il a marché sur des gènes pour les activer et on peut encore voir les protéines produites par ces gènes activés. Et donc, les chercheurs ont pris l'habitude de détecter plutôt ces gènes preuves du passage de DUX4 qui sont beaucoup plus faciles à repérer que la protéine DUX4 elle-même. C'est ce que j'allais juste préciser. C'est en effet la raison pour laquelle souvent dans la recherche, on ne cherche pas DUX, mais on cherche les protéines qui ont été activées par DUX, qui sont elles en plus grande quantité. Et donc on cherche plutôt ces liens préférentiels que lui-même. Voilà, exactement. Et donc, par exemple, la protéine ZCSNK4, enfin, je ne sais pas comment on peut prononcer, est une protéine qui est typiquement activée par la présence de DUX4. Et donc, quand on voit cette ZSCAN4, cela veut dire que DUX4 est passé par là. Et ces protéines sont beaucoup plus stables. Et donc, pareil, pour le mesurer, tu disais, donc c'est du détail, mais c'est aussi pour bien comprendre que c'est pas DUX4, il reste pas longtemps, donc c'est pas quelque chose qu'on peut voir facilement. On le voit dans très peu de noyaux et en même temps, il reste très peu longtemps. Il intervient qu'à quelques moments de la vie des cellules. C'est aussi la raison qui explique que c'est très compliqué de lui mettre la main dessus et de l'analyser purement et simplement lui-même, quoi. Il faut trouver des traces. C'est ça. Et donc remonter la chaîne pour identifier est-ce que vraiment il est activé par DUX, etc., etc. C'est ce qui rend la recherche compliquée aussi. Oui, ça l'a rendu très compliqué au début parce que les chercheurs utilisaient pour étudier DUX4 une manière habituelle d'étudier l'expression d'autres gènes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a par exemple des cellules de muscles en culture dans des boîtes en plastique au laboratoire. On a peut-être 1 million de cellules qui ont poussé dans la boîte. On va récolter ce million de cellules, on va extraire tous les ARN messagers de ce million de cellules et on va essayer d'y détecter DUX4. En faisant comme ça, on a vraiment un problème de sensibilité. Parce que sur ce million de cellules, s'il n'y a que 1000 cellules qui produisaient DUX4, c'est très difficile de le repérer. Il est noyé dans les messagers de toutes les autres cellules qui ne produisent pas DUX4. Et donc, là où la technique s'est améliorée, ce sont des chercheurs de l'équipe de Stephen Tapscott qui ont eu l'idée les premiers. Ils ont dit, mais on va en fait essayer de regarder dans les cellules individuellement. Donc, plutôt que d'essayer de repérer DUX4 dans une soupe qui mélange 1 million de cellules, on va garder les cellules en position et on va trouver une autre méthode qui permet de colorier, en général en vert fluorescent, la protéine DUX4 et on va regarder sur cette entièreté de cellules dans la boîte de culture combien de noyaux sont colorés en vert. Et ça, on peut arriver à les détecter. Il y en a peu, mais on les voit bien. Quand DUX4 est produit dans un noyau, on le voit nettement. Et donc, on va voir sur le champ que l'on observe au microscope quelques petits points verts dispersés dans une masse de noyaux qui ne sont pas colorés. Ça va ? Très bien. Donc, revenons à nos moutons. En fait, la protéine DUX4, elle est toxique quand elle fonctionne comme chef. Hein, donc, au niveau du noyau, elle va donner l'ordre à toute une série de gènes de s'activer. Mais on s'est rendu compte que DUX4 est toxique à tous les niveaux dans une cellule. Donc, non seulement par l'activation de gènes cibles qui normalement ne fonctionnent que dans l'embryon, mais aussi va les perturber la vie des ARN précurseurs et des ARN messagers. Il va en gros supprimer un contrôle de qualité sur tous les ARN de la cellule. Et donc, il va laisser passer à la cellule des ARN abîmés qui doivent normalement être détruits, mais à cause de DUX4, ils restent là, ils restent actifs. Ils vont produire des protéines qui elles-mêmes vont être plus ou moins cabossées, et il va également empêcher le contrôle de qualité des protéines qui se trouvent naturellement dans la cellule. Donc, non seulement il va foutre le bordel au niveau de quelles collections de gènes sont actives dans le noyau, mais également quelle collection d'ARN messagers se retrouve dans la cellule et quelle collection de protéines
se retrouvent dans la cellule et on va avoir notamment des formations d'agrégats de protéines anormales à l'intérieur de la cellule à cause de DUX4. Donc, il est vraiment le grand problème dans les muscles FSHD. Alors, on va s'intéresser maintenant aux stratégies thérapeutiques pour soigner la FSHD. Donc, il y a, après tout ce que je vous ai dit de mal sur DUX4, bien évidemment, une série de stratégies qui vont inhiber ou contrer la toxicité de DUX4. D'autres stratégies dont je ne vais pas parler au cours de cette présentation consistent à favoriser la régénération musculaire. Puisque le muscle est abîmé à cause de DUX4, eh bien, on va essayer d'améliorer le muscle. Et donc, il y a par exemple l'équipe de Scott Harper qui, dans un modèle de souris, a injecté un virus qui produit la follistatine qui permet de regrossir le muscle pour contrer la dégradation qui est causée, l'atrophie, la fonte de muscle qui est causée par DUX4. Il y a aussi d'autres stratégies qui consistent à essayer de restaurer la fonction musculaire, et il y en a une que beaucoup d'entre vous connaissent très bien, qui est celle qui est développée par Dalila Laouj à Montpellier, qui consiste à réduire le stress oxydant en donnant des compléments alimentaires antioxydants. Alors, il y a aussi quelque chose que vous connaissez très bien grâce à René, que vous voyez régulièrement dans vos shows de Amis FSH, qui est de faire un exercice physique contrôlé. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très bien, non seulement pour le moral, non seulement parce que c'est rigolo, non seulement parce qu'on se sent bien quand on le fait et que René est tellement enthousiasmant qu'on a vraiment envie de le faire avec lui, mais c'est parce que ça va permettre de restaurer la fonction musculaire et donc ça va permettre de lutter contre la fonte des muscles qui est causée par la présence de DUX4. Donc, on va s'intéresser aux stratégies pour inhiber ou contrer DUX4. Et donc, on va parler ici de développement de médicaments. Et cette diapositive, dont honnêtement, je ne sais même plus où je l'ai pêchée sur Internet, j'ai oublié de prendre la référence, honte à moi, vous représente les différentes cibles qu'il peut y avoir dans une cellule pour des médicaments. Alors, vous voyez d'abord le tout petit cercle ici, vous indique qu'il y a environ 500 protéines qui sont les cibles de tous les médicaments existants actuellement sur le marché. Donc, ça paraît assez fou. Tous les médicaments qui existent sur le marché vont cibler l'une ou l'autre d'une collection de 500 protéines. Donc, ça va depuis l'aspirine jusqu'aux statines pour lutter contre le cholestérol, etc., les antiacides pour l'estomac, etc. Tous ces médicaments-là, utilisés tellement souvent, ciblent des protéines et vont aller modifier l'activité de ces protéines. Alors, on a maintenant lu la séquence complète du génome humain, donc on sait exactement combien de gènes il y a et on sait pour combien de protéines ils peuvent porter la recette. Et parmi ces protéines, on en a identifié en théorie 3000 qui pourraient potentiellement être la cible de médicaments. Donc, druggable, qui peuvent être cibles de médicaments. Donc, ces médicaments-là n'existent pas encore, mais des gens y travaillent. Il y a environ 20 000 gènes qui portent des recettes pour fabriquer des protéines. Donc, ces 20 000 gènes, un jour, dans 10 ans, dans 15 ans, on pourra avoir des outils qui vont cibler ces gènes et aller corriger ces gènes s'ils portent une erreur qui cause une maladie. Mais ça vous est indiqué ici en orange parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore fonctionnel. Alors, le grand cercle là, ce sont près de 100 000 ARN qui peuvent être fabriqués à partir de ces 20 000 gènes. Alors, à partir de ces 20 000 gènes et aussi à côté des gènes. Donc, c'est un truc bizarre. Sur l'ensemble de nos chromosomes, on considère qu'il n'y a qu'environ 2% de l'ADN de nos chromosomes qui constituent des gènes. Seulement 2%. Donc, il y a, comme on dit en belge, 98% de vos chromosomes, de l'ADN de vos chromosomes, qui ne portent pas de recette pour fabriquer une protéine, mais qui jouent un rôle, qui produisent des ARN, et ces ARN jouent un rôle dans le contrôle de l'activation ou de la répression des gènes qui produisent des protéines.
Et donc, ça nous en fait à peu près 100 000 qui ont été identifiés et que l'on pourrait essayer de cibler avec des médicaments quand ils causent des soucis. Et donc, ça, c'est un concept révolutionnaire, c'est de prendre les ARN comme cible de médicaments au lieu de prendre les protéines, comme tous les médicaments existants actuellement, au lieu de prendre les gènes, comme on fera probablement d'ici 10 à 20 ans. Donc, revenons à notre idée. L'expression d'un gène, c'est la confection d'un gâteau. Vous avez le gène qui porte la recette, il est copié sous forme d'un ARN. Eh bien, on va détruire cet ARN, soit au stade du précurseur de l'ARN, c'est ce qu'on fait le plus souvent, soit au stade de l'ARN messager. Et donc, si vous supprimez cette copie de la recette, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a pas de protéine qui va pouvoir être fabriquée. Ça, Alexandra, juste une petite seconde. Ça, c'est la stratégie qui consiste à éteindre DUX, mais la partie protéine. On peut Donc aussi ici, imaginer que dans cette stratégie-là, d'éteindre l'expression du gène. Ça pourrait faire partie aussi de la stratégie d'éteindre DUX, mais non pas la protéine produite ou son ARN, mais le gène, c'est-à-dire de le fermer, de l'encapsuler et de l'éteindre. Pas de le supprimer, mais d'empêcher qu'il s'exprime. voilà. Donc, je vais te répondre non. Non. Donc, on agit à un autre niveau. Donc, je sais que tu es très frustré parce que tu avais envie de voir une hiérarchie logique de tous Ouais, les niveaux c'est auxquels ça. on pouvait agir. Donc, j'ai préféré concentrer d'abord sur la cible ARN. Très bien. Quand j'aurai fini de montrer comme ça peut être génial, j'expliquerai toutes les autres manières de procéder, y compris une possibilité de bloquer le gène. Donc OK. ici, dans cette stratégie, on ne fait rien pour bloquer le gène, on le laisse fabriquer son ARN, mais une fois que l'ARN est fabriqué, on va cibler l'ARN et détruire l'ARN ou le bloquer en tout cas pour l'empêcher de produire la protéine. D'accord? Alors, il y a une stratégie qui est développée déjà depuis plusieurs années par l'équipe de Scott Harper dans l'Ohio, qui consiste à utiliser des petits ARN inhibiteurs. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette stratégie-là. En gros, ces petits ARN inhibiteurs peuvent être produits par un virus, non point un coronavirus, mais un virus AAV, qui va transporter le gène pour produire ces petits ARN inhibiteurs dans la cellule. Et donc, ces petits ARN vont aller se lier à l'ARN messager DUX4 et cela va induire une collection d'enzymes dans la cellule qui vont détruire l'ARN messager DUX4, donc on n'aura pas de protéines. Et donc, cette stratégie est déjà assez bien avancée. Ils ont développé donc ce virus et l'ont testé chez des souris qui exprimaient DUX4. Et donc, ces virus AAV sont testés, dont notamment lors du congrès de Marseille en juin l'année dernière. Une chercheuse de l'équipe de Scott a montré comment elle avait sélectionné des virus AAV qui n'étaient pas toxiques dans la souris et elle continue à avancer dans ce modèle préclinique. Alors, la chose dont je veux plus vous parler, c'est la stratégie des oligonucléotides antisens. Donc, c'est un mot compliqué. Nucléotides. Vous vous souvenez que nucléotides, ce sont les lettres qu'il y a dans l'ADN. Et oligo, ça veut dire quelques-uns. Donc, les oligoéléments, quelques éléments. Les oligonucléotides, ce sont des petits morceaux d'ADN ou d'ARN synthétique que l'on va utiliser. Alors, je vous expliquerai là comment ça fonctionne. Et donc, il y a les premiers à s'être lancés là-dedans, c'est mon équipe en collaboration avec le génial Steve Wilton qui travaille en Australie sur le développement des oligo-antisens pour la dystrophie de Duchenne. Il y a aussi Michael Kaiba dans le Minnesota qui a développé quelque chose du genre. Et aussi Julie Dumonceau qui travaillait à l'Institut de biologie à Paris, qui maintenant est à l'UCL à University College à Londres, où elle collabore notamment avec George Dixon, qui en ont développé également. Alors, ces petits ARN synthétiques vont se lier à l'ARN messager pour empêcher la production de la protéine, et ils peuvent se lier à différents endroits sur l'ARN messager. Alors, on ne va pas rentrer dans ces détails pour le moment. Donc, on va d'abord se reposer la question, c'est quoi un ARN? Donc, vous avez ici en rouge
une représentation d'un morceau de la double hélice d'ADN. Et vous avez ici la copie de la recette qui est portée par un des brins de l'ADN pour fabriquer l'ARN qui est ici en jaune. D'accord? Alors, comme on avait la correspondance des lettres sur les deux brins complémentaires de l'ADN, A en face de T, G en face de C, on a une correspondance tout à fait semblable ici. Chaque fois qu'il y a un G sur le brin d'ADN, ce qu'on appelle le brin matrice, donc celui qui va être copié, eh bien, on aura un C sur l'ARN. Chaque fois qu'on a un T sur l'ADN, on aura un A sur l'ARN. Et chaque fois qu'il y a un C sur l'ADN, on a un G sur l'ARN. Jusque-là, c'est pareil que quand on a un brin d'ADN en face d'un autre brin d'ADN. La seule différence, j'ai été un peu trop vite dans ma démonstration, pardon. Donc, la seule différence, c'est que quand il y a un A sur l'ADN, ce n'est pas un T qui va venir sur l'ARN, mais un U. Donc, le T qu'on trouverait sur l'ADN est remplacé par un U au niveau de l'ARN. Donc, revoyons nos concepts de brin sens et antisens. Donc, si on a un brin sens ici sur l'ADN, son brin complémentaire antisens est celui-ci. Donc, il y a un G sur un brin, on aura un C sur l'autre. Okay? Et puis alors, l'ARN est lui aussi un brin antisens par rapport à l'ADN sur lequel il a été copié. Ça va avec cette correspondance. Et donc, avec ce système de brins complémentaires, on se rend compte qu'en fait, le brin de l'ARN, il est identique, à part le U pour le T, au brin complémentaire de l'ADN. Donc, vous avez C, C, G, G, U à la place d'un T, A, C, C. Donc, vous voyez que l'ARN a la même séquence qu'un des brins de l'ADN et il a été fabriqué en copiant l'autre brin. On peut très bien imaginer avoir un petit morceau d'ADN ou d'ARN synthétique qui pourrait venir se copier sur un ARN messager. Il suffirait qu'il présente la séquence complémentaire, la séquence antisens par rapport au brin sens. D'accord? Donc, tout est question de l'image dans un miroir. On a toujours un brin sens ou un brin antisens du brin qu'on est. Ça va? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce sens des ADN ou ARN? Mais on va revoir un peu la structure de l'ADN d'un point de vue chimique. Donc, l'ADN est une grande chaîne qui est faite par l'alternance de groupements phosphate et d'un sucre, qui est du ribose. Et donc, c'est cette alternance sucre, phosphate, sucre, phosphate, sucre, phosphate, sucre, phosphate, qui va faire toute la longue chaîne, soit de l'ADN, soit de l'ARN. Donc, cette succession sucre-phosphate. Et puis, les sucres vont porter ce qu'on appelle des bases, et c'est là que sont les lettres dont je vous ai parlé. Donc, un sucre va pouvoir porter une base qui est adénine, qu'on va abrévier par A. Un autre sucre va porter une guanine, que j'ai appelée G. Un autre sucre va porter une cytosine, que j'ai appelée C. Et un autre sucre va apporter une thymine, que j'ai appelée T. Ça va? Et puis, la dernière possibilité, c'est un uracile, que j'ai appelé U. Donc, voilà la structure toute simple d'un brin d'ADN ou d'ARN. Succession de sucre phosphate. Chaque sucre porte une base, donc une lettre différente. Alors, la seule différence entre ADN et ARN, à part le U au lieu de T, c'est la structure du sucre. Quand on a de l'ADN, il y a ici un hydrogène. Quand on a de l'ARN, c'est un groupement OH. Donc, c'est pour ça qu'on appelle l'ADN l'acide désoxyribonucléique, désoxy parce qu'il n'a pas l'oxygène à cette position, alors que l'ARN, l'acide ribonucléique, lui, il a cet oxygène dans cette position-là. Ça va? Alors là, le sens d'un brin d'ADN ou d'ARN est indiqué par ceci. Le sucre a ses positions qui sont numérotées et la position numéro 5', celle-ci, est toujours la première que l'on va trouver au début d'un ARN ou d'un ADN. Et à la fin, on va toujours trouver une position 3' qui indique la fin de l'ARN. Donc, vous voyez l'orientation, un phosphate en 5',
et on finit par un sucre en 3'. Ça, c'est ça qui indique le sens d'un brin d'ADN. Okay. Bon, désolé pour cet petit excès de chimie. Donc, en résumé, nous avons l'ADN double brin. Un des brins va être copié pour fabriquer l'ARN messager qui, dans ce schéma, vous est présenté en vert. Ce processus de copie de la recette de l'ADN sur un ARN messager s'appelle la transcription. Et vous avez ici en rouge un exemple d'un oligonucléotide antisens. Vous voyez qu'il vient se coller sur l'ARN messager en formant les paires de bases symbolisées par ces échelons sur une échelle. Et cet antisens rouge est complémentaire, est antisens par rapport au messager en vert qui lui était sens. La présence de cet oligonucléotide antisens va causer des soucis à l'ARN messager, soit ça va bloquer l'utilisation de sa recette pour fabriquer la protéine, donc ce phénomène où l'ARN messager va donner la protéine, ça s'appelle la traduction, en anglais translation. Donc ce processus va être bloqué à cause de l'encombrement causé par l'antisens, ou bien l'antisens va induire la destruction de l'ARN messager. En tous les cas, la protéine ne sera pas fabriquée. Et donc, vous avez ici dans ce schéma la représentation d'un médicament traditionnel qui, lui, va plutôt viser la protéine au lieu de viser l'ARN messager, comme ces nouveaux médicaments antisens. Petite curiosité, comment ça se fait que la protéine n'est pas produite alors même que le brin d'ADN devient complet? En fait, la recette est complète quand on met l'antisens sur l'ARN. Voilà, l'antisens, effectivement, vient se coller sur l'ARN messager qui porte toute la recette, mais le problème, c'est que l'ARN messager, et donc ça, je ne rentre pas dans les détails, va devoir se positionner au niveau des usines à fabriquer les protéines qu'on appelle les ribosomes, et la présence de cet antisens va conférer un encombrement stérique, comme on dit, c'est-à-dire que la structure obtenue sera trop grosse pour pouvoir entrer dans le ribosome, et donc la protéine ne pourra pas être fabriquée. C'est ça le taux. Ça va? Très bien. Alors, le problème des oligonucléotides antisens, ils sont constitués d'ARN ou même de petits bouts d'ADN, c'est qu'ils vont avoir une tendance à se faire détruire par des protéines, des enzymes qui sont présentes dans la cellule, ou éventuellement, si on les injecte dans la circulation sanguine, ils peuvent se faire détruire par des enzymes qui se trouvent dans le sang. Donc, les chercheurs ont produit toute une série de modifications chimiques de ces oligonucléotides antisens pour leur permettre de survivre pendant plus longtemps à l'intérieur du corps humain. Et donc, il y a toutes sortes de variations. Donc, ici, vous avez la structure du nucléotide pour un ADN normal, pour un ARN normal, avec le OH dans cette position sur le sucre. Eh bien, certains chercheurs ont remplacé l'oxygène du groupement phosphate par du soufre. C'est ce qu'on appelle les phosphorothioates avec un soufre, qui sont plus résistants. Le OH de l'ARN est particulièrement fragile, donc on l'a bloqué avec un groupement méthyle, ou on l'a bloqué avec un groupement éthylméthoxy, donc encore plus long. Et la dernière modification, eh bien, c'est celle qui va nous intéresser. Alors là, c'est vraiment radical, c'est-à-dire qu'on a changé le sucre. Donc, au lieu d'avoir le ribose, on a ce que l'on appelle un morpholino. Vous voyez qu'il est beaucoup plus grand, il contient un azote. Et donc ça, c'est un machin que les enzymes dans nos cellules ne reconnaissent pas comme étant un ARN, et donc ils ne vont pas risquer de le détruire. Et en plus, il y a un azote qui est mis ici à la place de l'oxygène normal du phosphate, sur lequel sont liés deux groupements carbonés. Et donc cette structure va nous donner, donc on en appelle les PMO, donc c'est phosphoro, je ne sais plus quoi, morpholino. Donc les PMO sont une chimie des lettres pour constituer un ARN qui est particulièrement résistante à la destruction dans nos cellules ou dans notre sang. Et remarquez une petite subtilité chimique aussi, toutes les autres représentations ont toujours un atome avec une charge négative, soit le soufre, soit l'oxygène. Ici, on a perdu cette charge négative. Donc les PMO sont neutres d'un point de vue électrique, ce qui fait qu'ils ne sont pas du tout toxiques pour les reins.
les substances qui sont chargées électriquement vont être filtrées dans le sang, vont arriver dans le rein, qui doit les filtrer pour les éliminer dans les urines. Et quand ils sont chargés, ils ont tendance à se coller à l'intérieur du rein et causer une toxicité. Ce n'est pas du tout le cas des PMO, qui, eux, vont pouvoir passer comme une fleur à travers les reins sans toxicité. Mais malheureusement, les membranes des cellules sont chargées. Et donc, pour pouvoir passer à travers les membranes des cellules, il faut que les oligos soient chargés. Les PMO ne sont pas chargés. Et donc, ça cause un souci. Et vous verrez quelle solution on peut avoir développée. Ça va? Donc, les chimistes se sont déchaînés sur les oligo-antisens. Ils ont essayé 36 possibilités. Il y en a encore d'autres que celles que je montre là. Mais la possibilité qui va nous intéresser et qui correspond à la chimie des premiers oligo-antisens qui ont été approuvés pour des traitements médicamenteux aux États-Unis, c'était cette chimie des PMO. Alors, le roi des oligonucléotides antisens, en particulier avec la chimie PMO, c'est lui, Steve Wilton, joyeux Australien, dont, pour vous donner une idée du style du bonhomme, son sport favori, c'est la pêche au requin. D'accord? Donc, on a tout de suite le gaillard. Et donc, Sue Fletcher, qui travaille dans son laboratoire, donc ils étaient à l'université d'Australie de l'Ouest au moment où ils ont développé les premiers antisens pour la maladie du chêne. Ils ont maintenant déménagé à l'université de Murdoch et les deux sont situés à Perth, au nord-ouest de l'Australie. Donc, c'est une partie qui n'a pas brûlé l'été passé. Alors, les premiers oligonucléotides antisens qui étaient approuvés pour traiter des petits garçons atteints de la maladie de Duchenne venaient de chez eux. Et donc, c'est la FDA qui est l'organisme de contrôle de la qualité des médicaments aux États-Unis, la FDA, Food and Drug Administration, qui doit être convaincu de l'innocuité, donc pas de toxicité, et de l'efficacité des nouveaux médicaments avant de leur donner l'autorisation de passer sur le marché. Et donc, la première autorisation pour un oligo-antisens de chimie PMO a été accordée par la FDA en 2016. Donc, ce n'est pas tellement vieux. Et le deuxième pour la maladie du chêne a été autorisé en janvier de cette année. Donc, c'est vraiment très, très récent. Donc, Steve Wilton est un monsieur très sympathique et très malin. Nous avons collaboré avec lui. Et donc, voici le système sur lequel nous étudions les oligonucléotides antisens dirigés contre l'ARN messager de DUX4. Donc, on s'intéresse aux muscles. Donc, le muscle est un assemblage complexe constitué de toute une série de fibres. Et donc, à partir de ce muscle, on peut faire une biopsie de muscle. On obtient des cellules séparées. Et ces cellules, on peut les faire pousser dans des boîtes en plastique au laboratoire en leur donnant un milieu nutritif. Ces cellules précurseurs du muscle, on les appelle des myoblastes. Ces myoblastes vont proliférer, on va avoir donc une grande masse de myoblastes qui vont s'aligner dans les boîtes de culture au laboratoire et fusionner pour former ce que l'on appelle des myotubes, qui sont des espèces de toutes petites fibres musculaires que l'on a pu fabriquer dans nos boîtes de culture. Alors, je vous montre le muscle de ce jeune homme. Donc, s'il est pas atteint de myopathie, il aura un beau muscle avec les fibres grassouillettes. S'il est atteint de myopathie, eh bien, les fibres vont diminuer, soit les fibres vont fondre, elles seront toujours présentes, mais beaucoup moins puissantes, soit certaines fibres vont être détruites, on aura de la nécrose, on aura la mort des fibres, et donc de toute façon, au total, par un mécanisme ou par l'autre, on va se retrouver avec un muscle qui a fondu par rapport à un muscle normal. Et avec Eh une bien, perte de la fonction, de la force aussi. Il n'y a voilà, pas que la fonte, il y a aussi la perte de la force. Oui, oui. Et donc, voilà un exemple d'une image qu'on peut voir au microscope sur des cellules qu'on cultive au laboratoire. Donc, on a fait fusionner des myoblastes. On a obtenu ici des myotubes. Alors, les myotubes, une protéine des myotubes est colorée en vert et les noyaux sont colorés en bleu. Donc, une fibre, un myotube est formé de la fusion de centaines de myoblastes qui chacun apporte leur noyau. Et vous voyez ici sur le schéma tous ces petits points bleus bien alignés, comme des petits pois dans leur cos, eh bien, ce sont tous les noyaux qui proviennent des myoblastes
ces myoblastes ont fusionné pour faire ces myotubes. Et donc là, vous avez des myotubes bien grassouillés qui sont ce qu'on appelle les myotubes contrôle, donc de personnes qui n'aient pas atteinte de FSHD. Si on le fait avec des myoblastes qui proviennent d'une biopsie d'un muscle FSHD, les myotubes conformes sont beaucoup plus fins, vous voyez. On voit très bien ici, il y a juste ce petit alignement ici en bleu, toute une série de bleus qui ne sont pas fusionnés, donc une série de myoblastes qui n'ont pas fusionné pour faire des myotubes. Et ceux qui ont fusionné, vous voyez, ils n'ont que la peau sur les os, ils ont un tout petit peu de vert autour de ces petits points bleus qui représentent les noyaux. Donc, on a vraiment une atrophie, une fonte du muscle. En fait, ce n'est même pas une fonte, ça n'a jamais été gros à cause de la présence de DUX4. Donc, si on prend des myoblastes qui proviennent de biopsie FSHD, c'est ça qu'on obtient. Et si on prend des myoblastes sains, qu'on met DUX4 dedans, qu'on les fait fusionner, on va obtenir également des myotubes beaucoup trop fins. Donc, c'est la présence de DUX4 qui va causer ce problème de myotubes trop fins. Et inversement, si on prend des myoblastes de biopsie FSHD et qu'on met dedans notre oligo-antisens contre DUX4, on laisse ces myoblastes fusionner pour donner des myotubes, on va retrouver des myotubes beaucoup plus grassouillés qui ressemblent à ceux d'individus sains. Donc, voilà la démonstration. Donc, les cellules de muscle normales plus DUX4 nous donnent des myotubes atrophiques, trop fins, et inversement, les cellules de muscle FSHD dans lesquelles on enlève DUX4 grâce à ces oligo-antisens, eh bien, on va retrouver des myotubes normaux, beaucoup plus grassouillés. On aura perdu ce caractère atrophique. Alors ça, c'était l'équipe qui a travaillé sur ça. Donc en fait, je voudrais pointer en particulier Frédéric Copé, qui vient de recevoir un financement de AMI-FSH, ce dont elle vous remercie infiniment. Alexandra Tassin, qui a maintenant quitté mon laboratoire, puisque je ne suis plus là depuis 5 ans, donc elle a trouvé un autre laboratoire d'accueil en physiologie. Et donc, elle vient aussi de recevoir un financement en collaboration avec la personne qui m'a remplacée. Et puis là, c'était tous les jeunes chercheurs brillants de l'équipe, en particulier Eugénie Anceau, qui a beaucoup travaillé sur les oligo-antisens. Et ici à côté, elle n'était pas présente ce jour-là, Céline van der Planck, que certains d'entre vous connaissent pour l'avoir vue. Elle est venue plusieurs fois à Agde, qui a vraiment été la pionnière de ces oligo-antisens. Et vous voyez qu'il nous a fallu des sous de tas d'associations pour pouvoir mener à bien cette recherche. En gros, ça a duré 15 à 20 ans, quoi. Ça va? Alors, la bonne nouvelle, la voici. Donc, l'Université de Mons a fait une demande de brevet, a obtenu un brevet au niveau européen et au niveau américain pour ces oligonucléotides antisens. Et donc, la société Dyne Therapeutics, qui est une société qui a été créée il y a à peu près 2 ans à Cambridge, près de Boston, dans le Massachusetts, a pris une licence exclusive de ces technologies protégées par un brevet UMONS pour cibler la base génétique de la FSHD. C'est tout frais pondu, regardez, oups. Désolé, mais voilà. C'est un communiqué de presse du 19 mai, donc encore en plein confinement, qui a annoncé ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Dyne Therapeutics s'intéresse à plusieurs maladies musculaires qui peuvent être soignées en ciblant avec un oligo-antisens un ARN messager particulier. Et donc, la grande astuce de Dyne Therapeutics, en plus d'avoir beaucoup de sous, c'est d'avoir une approche tout à fait originale qu'ils appellent Pioneering Approach. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est. Eh bien, ils ont développé un anticorps qui est capable de se coller sur une protéine de muscle. Et cet anticorps qui est en rouge sur ce schéma va pouvoir être lié avec un liant qui s'appelle un linker, ici en bleu. Cet anticorps va pouvoir être accroché à l'oligonucléotide antisens. Et donc, vous voyez dans ce schéma, on a 2 oligonucléotides antisens qui sont portés par un anticorps. Et donc, ils peuvent injecter ce complexe anticorps oligo-antisens dans la circulation sanguine. Le complexe va voyager dans le sang
Et quand il va rencontrer, donc il voyage à l'intérieur d'un vaisseau sanguin, et quand son vaisseau sanguin traverse un muscle, l'anticorps va reconnaître une protéine de muscle qui est pointée vers l'extérieur et va pouvoir aller se coller dessus. Donc voici une représentation de la membrane d'un muscle, ici dans cette couleur bizarre, ça ressemble plus à du bois, je trouve, qu'à une membrane de cellules, enfin soit. Et donc la protéine qui est ciblée par cet anticorps est représentée ici en vert, ils appellent ça le récepteur. En réalité, c'est le récepteur à la transférine. Donc la transférine est une protéine dont le muscle a besoin et qu'il va pêcher dans le sang. Donc, cette protéine est plantée dans la membrane des cellules de muscle et l'anticorps va pouvoir se coller sur ce récepteur et progressivement couler. Il va passer à travers la membrane de la cellule. Donc, il va y avoir un processus qu'on appelle d'endocytose. Et donc, le complexe entre ce récepteur et l'anticorps qui est lié dessus et qui tient l'oligo-antisense, ce récepteur va passer à l'intérieur de la cellule. On le voit ici qui coule. Donc, si ça vous intéresse, allez voir sur le site de Dyne. Ils ont une petite vidéo qui montre ce processus en dynamique. J'ai juste pris quelques photos de cette vidéo. Et donc, ce complexe va pouvoir entrer dans la cellule. Et donc, une fois dans la cellule, l'antisense va se détacher de l'anticorps et cet antisense qui est ici en jaune va pouvoir venir se lier sur son ARN messager cible. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ici, nous avons une propriété tout à fait particulière de la chimie des PMO. Donc, les oligonucléotides de chimie PMO vont, une fois qu'ils sont liés à leur ARN, vont induire une enzyme, donc une protéine qui est naturellement dans la cellule, qui s'appelle la RNase H ou ribonucléase H. Et cette enzyme va considérer qu'il est tout à fait anormal d'avoir un petit morceau, un brin qui ressemble à de l'ADN, un brin qui ressemble à de l'ARN collés l'un à l'autre, et donc va aller détruire l'ARN en se disant mais c'est peut-être un truc de virus, et ça c'est dangereux pour la cellule. Donc la RNase H, en patrouillant dans la cellule, repère cette structure anormale, l'antisense en jaune qui est collé sur l'ARN, et va aller détruire l'ARN. Conclusion, on n'aura pas de production de la protéine DUX4. Et D'accord? juste pour en revenir à la durée de vie de ces choses-là, parce qu'on a vu que Dux, il n'est pas très souvent là, donc son ARN n'est pas très souvent là non plus. Euh, et en fait, l'oligo antisense, lui, une fois qu'il a trouvé une protéine, un ARN de Dux, il se colle dessus, il va le détruire, mais il va rester oligo antisense dans la cellule où lui-même va être détruit. Parce que j'imagine que peut-être quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard, on pourrait imaginer qu'un nouvel ARN de Dux se présente. Je sais Oui. pas si Donc, ça existe, cette mécanique, en fait. J'essaie oui, d'imaginer dans le temps comment ça marche. tout à fait, tu as tout à fait raison, c'est vraiment ça le topo. Et donc, en fait, grâce à la chimie PMO, cet antisense ne va pas être détruit. Alors, au bout d'un certain temps, il va quand même Se dégrader, sortir de la j'imagine. cellule et il va être emmené dans le sang et il va être éliminé au niveau des reins. Mais je me souviens que Steve Wilton m'avait expliqué une fois, j'avais trouvé ça hallucinant, que le PMO est tellement résistant que à partir de l'urine du patient qu'on a traité, on peut repurifier le PMO de l'urine. Et donc, il se disait, ben, comme ça coûte très cher les PMO, peut-être qu'on pourrait mettre en place un système où les patients vont faire pipi dans une bouteille et ils ramènent leur bouteille et on va repurifier le PMO à partir de leur bouteille de pipi. Très intéressant. Oui, 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 voilà. Donc, hein, on fait des économies comme on peut. Attendez, le prix de ces machins-là, bon, voilà. Alors, donc, cette stratégie-là, elle est déjà utilisée pour le moment sur des modèles précliniques, donc sur des modèles d'animaux, pour traiter la dystrophie myotonique ou maladie de Steiner, justement par la firme Dyne. Et aussi, mais je ne l'ai pas retrouvé juste en dernière minute, Dyne vient de publier un poster à un congrès de la MDA aux États-Unis où ils montrent qu'ils ont utilisé leur gadget de cet anticorps pour amener l'oligo antisense dans le muscle
Ils ont utilisé ça pour les patients, sur un modèle de la dystrophie de Duchenne, donc les souris MDX. Donc, c'est les enfants qui sont actuellement traités avec des PMO pour la maladie de Duchenne. Eh bien, ils ont comme particularité dans cette maladie que la membrane du muscle est pleine de trous. Et donc, l'oligo-antisense peut rentrer dans le muscle par ces petits trous. Alors que dans la FSHD, dans la dystrophie myotonique, il n'y a pas de trou dans la membrane. Donc, il faut vraiment un autre système pour faire rentrer. Excusez-moi. Et alors, donc ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'évidemment, il y a relativement peu d'oligo-antisense qui va rentrer dans le muscle des souris atteintes de la maladie de Duchenne, parce qu'il n'y a que des petits trous. Mais s'ils utilisent leur système d'un anticorps qui cible le récepteur de la transférine pour le faire rentrer l'oligo plus efficacement dans le muscle, ils se sont rendus compte qu'ils atteignaient une concentration en oligo-antisense 10 fois plus élevée dans le modèle de souris Duchenne, avec leur anticorps couplé à l'oligo-antisense, que l'oligo-antisense tout seul. Donc, sur ce modèle dit préclinique, donc chez la souris, c'est quelque chose qui marche très bien pour la maladie de Duchenne, où ça marchait déjà sans l'anticorps, mais ça marche encore mieux, 10 fois mieux avec l'anticorps. Donc, c'est vraiment, je crois, une très bonne nouvelle pour les autres pathologies musculaires. Et là, comme on l'a vu, Dux, il n'est pas présent dans toutes les cellules. Ça veut dire que il faut bombarder d'oligo-antisense pour être à peu près, pour toucher une grande proportion pour détruire une grande proportion de ce Dux, ou bien comment ça peut marcher? Enfin, peut-être que tu le sais pas, mais Oui, oui. euh, il va falloir quand même cribler de manière assez intense pour aller toucher des choses qui apparaissent très rarement. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est que à l'intérieur d'une fibre du muscle, on a des centaines, voire des milliers de noyaux. Et donc, il y aura un ou l'autre noyau sur l'entièreté de la longueur de cette fibre qui, à un moment donné, va produire le messager DUX4. Et donc, l'idée, c'est d'avoir en permanence de l'oligo-antisense PMO dans la fibre. Et quand le messager DUX4 se pointe, eh bien, il va rencontrer l'oligo-antisense qui va le détruire. C'est D'accord. ça l'idée. Hmm, Mais comme pour tous les médicaments, tant qu'on ne l'a pas vraiment testé chez quelqu'un, on ne peut pas être sûr à 100% que ça va marcher. bien sûr. Mais en tout cas, on a déjà des indications que dans un modèle de souris, c'est quelque chose qui peut marcher. Donc là, Dine, il en est où, à quel stade de son essai ou de sa recherche avec vos bref, j'y Alors, arriverai pas, vos oligo-antisense? oui, oui, il a déjà, en fait, c'est un peu particulier. Il a pris nos oligos, je veux dire, à l'essai pendant 5-6 mois. Et ils les ont testés sur leur modèle de culture de cellules et ils ont trouvé que ça marchait bien. Et donc, suite à cette observation, ils ont pris maintenant la licence. Et maintenant, leur idée, c'est de tester ça dans des modèles de souris. Et donc, D'accord. il existe actuellement plusieurs modèles de souris qui expriment DUX4 et qui présentent des symptômes de la FSHD. Et donc, c'est sur ces systèmes-là qu'ils vont tester. Mais ce qui est très bien, c'est qu'ils ont déjà testé leurs anticorps sur des souris d'autres modèles. Et donc, l'idée de faire pénétrer à l'intérieur du muscle, ça va être la même que ce soit une souris pour la maladie du chêne ou une souris pour la FSHD. C'est toujours des muscles de souris. Hmm, Donc, il y a une très forte probabilité que ça marche pareil. Et donc, ça, c'est un petit gadget. Cette idée d'utiliser un anticorps qui va cibler une protéine de la membrane du muscle pour apporter l'oligo. Mais ça fait presque 30 ans que les gens essaient de trouver un truc pour faire entrer un médicament à l'intérieur du muscle. hmm. Et donc, les progrès ont été faits dans le cas de la maladie du chêne, parce que là, le muscle était naturellement, à cause de la maladie, il était troué. Et donc, les médicaments qu'on donnait dans le sang pouvaient rentrer par les trous dans la membrane musculaire. Mais pour toutes les autres maladies, c'était vraiment un très, très gros problème. Et donc, ça, je crois que c'est vraiment une avancée majeure dans ce domaine-là. Et, D'ailleurs, pour pardon. la dystrophie myotonique, donc la maladie de Steiner, il y a quelques mois, ils ont reçu un investissement de 50 millions de dollars pour avancer sur ce coup-là. Donc Donc, c'est sérieux.
C'est que si l'argent rentre, c'est qu'il y a de l'espoir que ça marche effectivement, Et quoi. donc, le phase, juste pour reparler phase clean, phase de recherche, pour nos amis qui nous regardent, quand on est sur la souris, on est un peu loin de l'homme malgré tout, mais on s'en rapproche de plus en plus. Voilà, c'est ce qu'on C'est ça qui est appelle important. les études Voilà. précliniques, hein, sur un modèle animal. Oui, tout à fait. OK. Bon, revenons à nos moutons. Voilà. Et donc, je vais boire un petit coup et puis on va attaquer sur un autre aspect qui est de comprendre quelles sont les conditions pour arriver à avoir l'expression DUX4. Et à partir du moment où on a compris, on peut peut-être essayer d'intervenir pour interférer avec le processus. Alors, ce qui est intéressant dans ces études-là, c'est qu'il faut, je ne sais pas d'ailleurs si vous avez vu derrière moi, est-ce que vous voyez là la belle inscription là? Le Alors beau. moi, je peux te répondre parce que je le sais. Notre public, il va le savoir avec un peu de délai, il te répondra pas, sauf s'ils nous font des messages. J'espère qu'ils le voient. Mais en fait, pour le voir bien, il faudrait que tu arrêtes juste ton partage 2 minutes, comme ça on le verrait en gros. D'accord. Attends, je vais essayer de faire ça sans faire de catastrophe. Alors, je vais peut-être au moins déjà essayer de voilà, arrêter de partager. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez bien le beau petit sigle qu'il y a sur ce t-shirt? Team for Ducks. C'est pas joli ça? Alors moi, je le vois. Après, il va y avoir un petit peu de différé sur la diffusion Facebook, mais ils vont le voir dans pas longtemps. Donc oui, tu l'as en plein écran maintenant. On le voit. On te voit. Il est juste à côté de ta tête. Ok, mais donc c'est à toi, Vincent, de leur expliquer ce que ça signifie, ce machin-là, quoi. Hein. Le Team for Dogs, le Team for Dogs, c'est notre équipe de sportifs qui soutient la lutte contre le gène DUX4. Et donc, on a des judokas, des athlètes, des triathlètes, des alpinistes, des sportifs de plutôt très très bon niveau d'ailleurs, hommes, femmes, même des sportifs handi, puisque je pense à Sophie Fraioli qui fait du tennis handisport. Et donc, ils soutiennent la cause à travers des exploits et à travers aussi de la collecte de fonds. Donc, ils soutiennent la recherche et ils soutiennent la maladie, enfin les gens qui sont malades pour nous donner de la pêche, faire des exploits pour nous et puis nous donner envie de continuer encore plus fort. Voilà. Et donc, il y a des t-shirts, accessoirement. Voilà, voilà. Ok. Bon, je repartage l'écran. Voilà, on repart vers de nouvelles aventures. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est de comprendre quelles sont les conditions pour développer la maladie, pour produire la protéine DUX4. Et donc, ce qui est intéressant dans les études qui ont lieu pour le moment, c'est comme on a découvert que DUX chez la souris, DUX4 chez l'homme, sont exprimés au tout début du développement de l'embryon, on va essayer de comprendre. Donc là, c'est une expression normale. Les protéines ne sont pas toxiques, elles sont indispensables au développement de l'embryon. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui permet de produire DUX4 ou DUX à ce moment-là, qu'est-ce qui éteint sa production, parce que la production là ne dure que 24 heures, après c'est terminé. Donc il y a des protéines qui vont activer, des chefs qui vont activer la production de DUX4 et des chefs qui vont bloquer la production de DUX4 au bout de 24 heures. Si ça se passe dans l'embryon, peut-être bien que ça se passe aussi dans le muscle de patient. Donc, on va étudier, il y a une série de chercheurs dans le monde qui étudient en parallèle les deux phénomènes et qui commencent à avoir de plus en plus de résultats intéressants. Alors, la première condition, c'est une condition génétique. Il faut avoir un gène DUX4. Donc, vous savez que le défaut génétique de la FSHD est sur le chromosome 4, sur le bras long, que l'on appelle Q, dans une position que l'on appelle 35. On est tout près du bout du chromosome. Donc, ce schéma vous représente, cette ligne horizontale vous représente le bout du chromosome 4. Alors, vous avez quelque chose de très bizarre, un segment d'ADN qui fait à peu près 3300 lettres qui se trouve répété à la queue leu-leu. Donc, vraiment comme une espèce de bégaiement de l'ADN.
un bégaiement de 3300 lettres l'unité. Et d'une personne à l'autre, on a un nombre différent de copies de cet élément. Donc, ces éléments répétés sont des éléments qui sont appelés D4Z4. Alors, il m'énerve, là, j'ai un message comme quoi il va y avoir un hommage à Guy Bedos, c'est fort gentil, mais voilà. Bon, alors, donc, l'unité, ces éléments répétés s'appellent D4Z4, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, et ils sont situés tout près du bout du chromosome 4, d'un bout du chromosome 4. Nous avons découvert qu'à l'intérieur de chaque unité répétée, il y a ici en vert la recette pour fabriquer la protéine DUX4. Et devant cette recette, il y a ce qu'on appelle un promoteur, représenté par cette petite flèche, qui est l'endroit où peut commencer la copie du gène pour en faire un ARN messager. Donc, chacune des unités D4Z4 comprend la recette pour faire DUX4 et le début du site où il va être copié. Alors, le souci, c'est qu'il n'y a pas dans chacune de ces unités une fin pour le gène. Et donc, la fin du gène, il faut aller la trouver en dehors des éléments répétés. Donc, en pratique, seule la dernière unité des 4Z4, où se trouve un gène DUX4, va pouvoir être copiée en un messager. Donc, la copie commence au niveau de cette flèche verte, chez n'importe qui, et va s'étendre au-delà de la fin de la flèche dans une région du chromosome qui s'appelle PELAM. Et cette région PELAM, donc on est toujours sur le même brin d'ADN, hein, c'est le même ADN du début jusque-là, que l'on a artificiellement divisé en unités selon l'ordre des lettres qui s'y trouvaient. Donc à la dernière unité des 4Z4, on commence un messager DUX4, on copie l'entièreté de sa recette, et puis on va copier au-delà. L'enzyme qui va copier cette recette DUX4 continue au-delà de la fin de la flèche jusqu'à rencontrer dans l'ADN voisin, PELAM, ce que l'on appelle un signal poly-A. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un signal poly-A? Eh bien, c'est un signal de fin de gène. Et ce signal va avoir comme effet une chose tout à fait bizarre, c'est que le messager qui a été fabriqué va avoir à sa fin une protection qui est une queue poly-A, c'est-à-dire qu'il y a une seule lettre A qui va s'enchaîner A pendant 200 fois à la fin du messager DUX4. Pourquoi est-ce important? Eh bien, quand un messager DUX4 est fabriqué sans cette chaîne poly-A, ce messager sera instable, il sera détruit rapidement, il ne permettra pas de fabriquer la protéine toxique. Donc, il faut absolument avoir ce signal poly-A, et ça, c'est quelque chose qui est inscrit sur l'ADN, donc c'est une condition génétique. Il faut absolument avoir ce signal poly-A pour que le messager DUX4 qui est fabriqué ait cette queue poly-A, ces 200 A à la fin, qui vont le protéger, l'empêcher d'être détruit, et donc lui permettre d'aller diriger la production de la protéine dont il porte la recette. Ça va? Alors, c'est dans mon laboratoire qu'on a découvert ce signal pour la première fois. C'est Eugénie Anceau, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'était confirmé par un groupe de 6 laboratoires internationaux. Mon premier auteur est l'EMERS, quelques années plus tard, comme étant indispensable pour développer la FSHD. Si on n'a pas ce signal poly-A, le messager DUX4 n'a pas la queue de 200A, il est instable et la protéine DUX4 ne peut pas être fabriquée. Alors, vous avez certainement entendu parler de cela. On a plusieurs variantes possibles pour le chromosome 4. Et le chromosome 4, qui s'appelle 4QA, présente ce signal poly-A. Et donc, vous savez, dans vos diagnostics génétiques, les personnes atteintes de FSHD doivent toujours être avec un chromosome 4QA. Si vous avez un chromosome 4QB, vous n'avez pas ce signal poly-A et donc votre messager DUX4 est instable et vous n'aurez pas la protéine DUX4 toxique fabriquée, vous n'aurez pas la FSHD. Tu parles les deux, le type 1 ou le type 2, quand tu dis il faut, pour avoir la Oui, FSHD type 1 ou type 2, il faut avoir un 4QA. voilà. Dans les deux cas, il le faut parce que
la cause de la maladie, aussi bien pour la FSHD2 que la FSHD1, c'est la production de la protéine toxique DUX4. Donc, dans les deux cas, on est obligé d'avoir ce signal polyA qui permettra de faire un messager DUX4 stable qui permettra de produire la protéine toxique. Ça va? Très bien. Alors, donc, cet exemple, ce type de chromosome 4, on appelle ça un allèle. Et donc, c'est l'allèle 4QA qui permettra de fabriquer la protéine DUX4 parce que le messager DUX4 sera stable. OK, ça c'était la condition génétique. Maintenant, la condition épigénétique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, l'ADN, il n'est pas tout nu dans le noyau, il est emballé avec des protéines particulières qui s'appellent les histones pour former une structure que l'on appelle la chromatine. Donc, regardez ce schéma à partir de la droite. Vous avez ici une double hélice d'ADN, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, à part que celle-ci n'est pas uniquement bleue, avec les paires de bases, vous voyez les barreaux horizontaux sur cette espèce de double échelle. Eh bien, cet ADN va être associé à des protéines qui s'appellent histones, qui vont constituer des petites bulles de 8 histones autour desquelles l'ADN va venir s'enrouler. Et donc, on va obtenir une structure qui ressemble très fort à un collier de perles. Donc, les nucléosomes sont les structures dans lesquelles il y a les histones, ces petites protéines, associées à l'ADN. Alors, ce fil, ce collier de perles, va pouvoir s'enrouler sur lui-même pour faire des grandes hélices. Ces grandes hélices vont elles-mêmes s'enrouler sur elles-mêmes pour faire des hélices encore plus grandes. Et finalement, on sera arrivé à compacter l'ADN de l'ordre de 15 000 fois pour arriver à faire rentrer ce fil d'ADN, ce fil de double hélice d'ADN, à l'intérieur d'un chromosome. Si on débobine tout l'ADN des chromosomes d'une cellule, on obtient un fil qui fait à peu près 1,80 m de long. Et ce fil d'1,80 m de long doit être compacté pour entrer dans des noyaux qui sont tellement petits qu'on a besoin d'un microscope pour les voir. Et donc, cette compaction de l'ordre de 15 000 fois, elle se fait grâce aux histones qui viennent faire ces petites structures, ces nucléosomes, ces billes sur un fil et ces perles sur un fil qui s'enroulent sur elles-mêmes, qui s'enroulent pour finalement arriver à cette compaction de l'ordre de 15 000 fois, comme on la trouve dans le chromosome. Alors, dans ce processus de compaction, on peut être plus ou moins compacté. Si cette structure, donc ADN plus histone, qu'on appelle la chromatine, est très compacte, comme par exemple dans cette région-ci, si un gène se trouve dans les segments d'ADN qui sont compactés ici, il est complètement camouflé dans cette chromatine. Donc ce gène va être inactif. Si on prend la nomenclature anglaise, hein, l'interrupteur est on ou off. Donc là, notre commutateur, il est off. Le gène ne peut pas fonctionner. Et en plus, cet ADN a une caractéristique dont vous avez entendu parler dans la FSHD. On dit qu'il est hyperméthylé. Et donc, je ne vais pas expliquer ça en détail aujourd'hui. Donc, c'est une petite modification chimique qui intervient sur l'ADN et qui lui permet d'être compacté de manière très, très efficace. Ça va? Donc, chromatine compacte, ADN hyperméthylé, le gène est off, il ne peut pas être copié sous forme d'un messager. Si par contre, on se trouve dans une zone de chromatine de ce type-ci, bien sûr, on a les nucléosomes, on a ces petites perles sur notre fil, mais le gène est dans une structure de chromatine ouverte et il peut être actif. Il est on, il peut être copié sous la forme d'un messager. Et donc, dans ce type de structure, l'ADN ne porte pas cette petite marque, il n'est pas méthylé, donc on dit qu'il est hypométhylé, il est très peu méthylé. Ça va? Donc, les deux structures de la chromatine, soit complètement fermées, hyperméthylation, le gène off, soit structure de chromatine ouverte, hypométhylation, donc très peu de méthyle, et le gène est on, il est actif. Alors, on peut résumer maintenant en une seule dia les conditions génétiques et épigénétiques, c'est-à-dire structure de la chromatine, pour pouvoir fabriquer la protéine toxique DUX4. Donc, la condition génétique, c'est d'avoir un gène DUX4 complet avec le signal polyA, et donc ça fera un ARN messager stable et produira la protéine toxique. La condition épigénétique, c'est celle qui va permettre de fabriquer cet ARN messager.
Donc, il faut une chromatine ouverte, l'ADN hypométhylé, et donc à ce moment-là, le gène DUX4 pourrait être copié en ARN messager. Alors, comment on obtient cette condition épigénétique, cette chromatine ouverte dans la FSHD? Eh bien, les conditions vont être différentes selon qu'on a la FSHD 1 ou 2. Donc, ce que demandait tout à l'heure Vincent, cette condition génétique, elle est la même pour FSHD1 et 2. Il faut la capacité de produire la protéine toxique. Donc, il faut un gène DUX4 complet avec le signal poly-A, donc 4QA pour le chromosome. Condition épigénétique, comment on va ouvrir la chromatine? Dans la FSHD1, on va avoir une diminution du nombre de ces éléments répétés des 4Z4. Donc, on a entre 1 et 10 unités ou 11 unités des 4Z4. Au-delà, eh bien, la chromatine va être fermée, on ne pourra pas avoir le messager DUX4. Et donc, c'est un truc particulier aux cellules. Les cellules ont tendance à se protéger contre les éléments répétés qui pourraient très bien provenir de virus. Et donc, la cellule a ce système de faire une chromatine compacte sur les éléments répétés. Elle fait ça partout, il y a des éléments répétés partout sur nos chromosomes. Mais ils sont sans problème, ils ne causent pas de soucis parce qu'ils sont dans une chromatine compacte. Mais alors, quand on diminue le nombre des éléments répétés, ce système de protection saute et on se retrouve avec une chromatine ouverte. Donc, quand on a de 1 à 10 ou 11 unités des 4Z4, eh bien, il n'y a pas de souci, on n'a pas, il y a des soucis, on n'a pas une chromatine compacte. Dans la FSHD2, eh bien, la chromatine va être ouverte avec une deuxième mutation. On dit que la FSHD2 a une cause digénique. Donc, il y a 2 gènes qui sont nécessaires pour avoir la FSHD2. Le premier gène, eh bien, c'est le gène DUX4 avec son signal poly-A, donc les 4QA. Et le deuxième gène muté, c'est un gène qui produit une protéine de chromatine. Et donc, on a trouvé qu'une mutation dans le gène, impossible à prononcer, je vais dire SMUSH1, qui est sur le chromosome 18. N'oubliez pas, le FSHD, le gène DUX4, il est sur le chromosome 4. Donc, on va aller chercher une mutation sur le chromosome 18 et ce gène code pour la protéine SMUSH1. C'est une protéine qui va aider à méthyler l'ADN. Donc, normalement, SMUSH1 va aider à méthyler l'ADN. L'ADN méthylé va avoir une chromatine compacte, comme on l'a vu ici. Donc, quand l'ADN est méthylé, on va avoir une chromatine compacte et le gène DUX4 qui se trouve là-dedans n'est pas actif. Ça, c'est quand la protéine SMUSH1 est active normalement. Ici, le souci qu'on a... mon ordinateur est un petit peu lent. On va y arriver. Voilà. Donc, nous avons une mutation dans le gène SMUSH1 qui va empêcher la protéine SMUSH1 de fonctionner. Donc, l'ADN ne sera pas méthylé et la chromatine sera ouverte. D'accord? Même si on a plus que 10 unités des 4Z4. Une autre mutation a été trouvée chez d'autres patients, FSHD2, dans le gène DNMT3B, donc ça veut dire DNA méthyltransférase. Donc c'est une enzyme qui met aussi un groupement méthyle sur l'ADN. Quand ce gène est actif, l'ADN de D4Z4 est méthylé, la chromatine est compacte, le gène DUX4 n'est pas exprimé. Quand le gène DNMT3B est cassé, l'ADN n'est pas méthylé, la chromatine est ouverte et on va produire la protéine toxique DUX4. Et puis alors, publication toute récente, on a reçu le mail de Pierre hier ou avant-hier, je crois, qui nous parlait de cette publication d'un groupe de chercheurs japonais associé à Silver van der Marel. C'est le gène LRIF1 qui est encore situé sur un autre chromosome, donc SMUSH1 chromosome 18, DNMT3B chromosome 20, LRIF1 chromosome 1. Et qu'est-ce qu'il fait, LRIF1? Eh bien, c'est un copain de SMUSH1. Il s'associe avec SMUSH1, c'est pour ça que j'ai mis la petite accolade ici. Donc, les 2 protéines ici s'associent et vont ensemble méthyler l'ADN. Donc, si une des 2 est cassée, soit SMUSH1, soit LRIF1, eh bien, on n'aura pas méthylation de l'ADN et la chromatine sera ouverte.
on pourra avoir copie du gène DUX4 sous forme d'un ARN messager. Si on est dans les bonnes conditions génétiques, c'est-à-dire 4QA pour le chromosome, avec signal poly-A, le messager fabriqué est stable et la protéine toxique pourra être produite. Ça va? Donc, il faut 2 conditions pour développer la FSHD, pour exprimer DUX4. Conditions génétiques, il faut un gène DUX4 complet. Conditions épigénétiques, il faut une chromatine ouverte. Et on peut alors avoir différentes combinaisons entre ces événements. Si vous avez un individu dont un parent, imaginons le papa, est atteint de FSHD1 de manière relativement faible parce qu'il a par exemple 8 unités des 4Z4. Sa chromatine est un peu ouverte et on a un peu de production du messager DUX4. Si ce monsieur rencontre une dame qui est atteinte de FSHD2, qui elle a une mutation par exemple dans le gène SMUSH1, elle a une chromatine ouverte et elle produit du messager DUX4. Leurs enfants, s'ils ont des enfants qui héritent à la fois du génotype FSHD1, c'est-à-dire peu d'unités des 4Z4, et de la mutation dans SMUSH1 qui empêche une formation de chromatine fermée, eh bien, on va avoir une chromatine très ouverte, à la fois par le peu d'unités des 4Z4 et par la mutation SMUSH1, et on aura un enfant qui sera très gravement atteint parce qu'il produira de très grandes quantités de DUX4. Ça va? Alors, on a aussi un autre cas d'individu très atteint. C'est un individu, vous savez que nous avons des paires de chromosomes, et tout ce que je vous ai raconté sur la FSHD concerne un allèle du chromosome 4, une des copies du chromosome 4. Si un individu, par malchance, a hérité sur ces 2 chromosomes 4 d'une structure de faible nombre de copies des 4Z4, donc FSHD1, mais sur les 2 copies du chromosome 4, cet individu va produire le messager DUX4 à partir de chacun de ces chromosomes 4, donc une plus grande quantité de messagers DUX4, une plus grande quantité de protéines DUX4, et il sera beaucoup plus gravement atteint qu'un individu qui n'a la maladie qu'à cause d'un seul chromosome 4. Ça va? Sachant que malgré tout, il suffit d'avoir, comme si j'ai bien, je crois, il me semble que c'est un gène dominant. Donc en fait, il suffit de l'avoir sur un des chromosomes pour qu'il s'exprime, c'est ça? C'est-à-dire que c'est une maladie qu'on appelle un gain de fonction. C'est-à-dire que dans un muscle normal, on ne doit pas avoir de DUX4. Donc un gain de fonction, c'est on voit apparaître DUX4, le chef fou qui se pointe à l'intérieur de la cellule et qui cause plein de soucis. Et ça, c'est typique d'une maladie dominante, hein, ce qu'on dit un phénotype dominant. Il suffit d'avoir un seul des chromosomes qui produit la protéine toxique pour avoir la protéine toxique et commencer à avoir des gros soucis. Mais si on a évidemment les 2 chromosomes qui chacun produisent la protéine toxique, Ça on double. augmente la dose de protéines toxiques et donc on va aggraver la maladie. Ça va? Et donc, dans tous les cas, il faut le neutraliser. Alors, je vais passer en revue les différentes manières de le faire. Donc, inhiber ou contrer DUX4. Je voudrais quand même signaler une publication récente qui renvoie à une publication d'il y a 2 ans et à une présentation qui a été faite au congrès à Marseille au mois de juin passé. Vous savez que pour aider à restaurer la fonction musculaire, une des stratégies consiste à prendre des antioxydants, des compléments antioxydants, hein, c'est la stratégie à Montpellier. Eh bien, de manière très intéressante, il y a maintenant 2 publications qui vont faire un lien entre ce stress oxydant et la production de DUX4. Donc, en prenant des antioxydants, vous allez à la fois réduire le stress oxydant dans le muscle et donc améliorer la fonction musculaire, et en même temps diminuer la quantité de DUX4 qui cause le stress oxydant. Donc, je crois que c'est une piste très intéressante. Et bon, il y a d'autres papiers qui sont encore en gestation à ce niveau-là. Donc, le premier à avoir parlé de ça, c'est en 2018. Donc, c'est un chercheur japonais
qui est en fait lui-même atteint de FSHD. Et c'est très touchant de le voir. Il dit, mais tant que je serai capable de tenir une pipette, je continuerai à travailler au labo, quoi. Et donc, ce monsieur Sasaki Honda a montré que le stress oxydant causait des cassures dans l'ADN et que ces cassures dans l'ADN augmentaient la production de DUX4. Donc, ça, c'est un truc intéressant. Donc, ça veut dire que si on diminue le stress oxydant, on va diminuer les cassures dans l'ADN et on va diminuer la production de DUX4. Donc, le fait de prendre des compléments antioxydants va taper à deux endroits différents, comme dirait Dalila. À la fois, ça va améliorer la fonction musculaire, puisqu'on sait que le stress oxydant cause la fonte des muscles, et ça va diminuer la production de DUX4. Et donc, il a continué ces études-là, mais ce n'est pas encore publié, mais ça devrait arriver incessamment sous peu, puisqu'il en avait parlé à Marseille en juin passé. Et donc, un article qui vient de sortir, cette fois-ci d'un groupe de chercheurs italiens, dont le premier auteur manifestement n'est pas italien, donc Atash Paz, qui a montré que quand l'ADN se réplique, donc quand la cellule va bientôt devoir se diviser, je vous ai dit, elle duplique son ADN. Ça s'appelle la réplication de l'ADN. Et donc, au moment où l'ADN des chromosomes est copié, il peut y avoir des accidents. Il peut y avoir des erreurs sur l'ADN, il peut y avoir des produits chimiques comme de la fumée de cigarette qui a modifié l'ADN. Et donc, les enzymes qui doivent copier l'ADN sont calées, elles ne savent pas quoi faire. Et donc, c'est ce qu'on appelle un stress de réplication. Eh bien, il a montré que ce stress de réplication pouvait induisait la production de DUX chez la souris. Donc, il travaille, lui, au niveau du développement de l'embryon et on peut travailler en culture de cellules. Ce sont des cellules qu'on appelle embryonnaires souches. Donc, c'est vraiment des cellules qui ressemblent tout à fait aux zygotes et qu'on peut cultiver en grande quantité dans des boîtes en plastique au laboratoire. Et ces cellules, à un moment donné, elles peuvent activer DUX et à ce moment-là, DUX active tous les gènes du zygote et on se retrouve avec une collection de gènes activés comme on a dans l'embryon au stade 2 cellules. Et une chose très intéressante qui a été montrée, c'est que en fait, DUX, il est vraiment sympa pour l'embryon. Non seulement il lui permet de se développer en activant tous les gènes du zygote, mais aussi si DUX est activé par un problème dans la qualité de l'ADN. Donc, au moment de la recopie de l'ADN, qui va prévoir le moment où la cellule va pouvoir se diviser et donner à ces deux cellules filles exactement le même ADN, s'il y a un stress de réplication, il peut y avoir un problème dans l'ADN transmis aux cellules filles. Donc, il peut y avoir une erreur, il peut y avoir une mutation qui pourrait affecter le développement de l'embryon. Eh bien, DUX joue le rôle du chevalier blanc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est induit justement par ces problèmes de formation de l'ADN et il va orienter la cellule où se dégagent ces produits pour fabriquer non pas l'embryon lui-même, mais les tissus extra-embryonnaires, c'est-à-dire par exemple le placenta. Donc c'est une façon de protéger l'embryon contre des mutations dans l'ADN. S'il y a quelque chose qui coince au niveau de la production de l'ADN avant que la cellule se divise, DUX est induit et DUX va orienter la cellule dans laquelle il est produit vers la production de cellules qui vont contribuer au tissu en dehors de l'embryon, donc par exemple au niveau du placenta, pour éviter que l'embryon ait des erreurs dans son ADN. Sympa quand même, non? Bon, sympa pour l'embryon, mais je ne sais pas chez nous comment ça marche chez les humains. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de bloquer la production de DUX? Et donc, voilà enfin les dias que Vincent attendait avec impatience. Premier niveau, on a vu que la chromatine était très importante. Il faut qu'elle soit ouverte pour que le gène DUX soit copié. Eh bien, essayons de trouver un truc pour recompacter la chromatine. Donc, on repasse en phase rouge, le gène est off. Si on peut faire ça, on va empêcher la production du messager DUX4. Et donc, il y a une série de chercheurs qui travaillent dans ce domaine-là et plusieurs des médicaments qui sont en essai clinique maintenant, par exemple chez Fulcrum, une autre firme dont j'ai oublié le nom, le chercheur il s'appelle Dr Sverdrup,
vraisemblablement, les médicaments qu'ils ont trouvés agissent à ce niveau-là. Alors, évidemment, si la chromatine est compacte, on ne produit rien du tout. On peut penser à corriger l'ADN, c'est-à-dire aller enlever ce signal poly-A, transformer l'allèle 4QA en 4QB. On pourrait très bien aller corriger spécifiquement cet endroit-là. Et donc là, il y a plusieurs laboratoires qui travaillent dans cette direction. À un moment donné, Yegor Vasetsky a travaillé dans cette direction-là. Je crois que Julie Dumonceau aussi a travaillé un moment. Peter Jones aussi sont en train d'essayer de corriger l'ADN pour que le messager DUX4 soit instable et ne puisse pas faire la protéine toxique. Alors, on peut agir au niveau du précurseur de l'ARN messager. Ça, c'est des choses dont je vous ai parlé avec les oligo-antisense, les siRNA, et donc forcément, on empêchera la production de la protéine. Alors, une petite subtilité, la protéine DUX4, c'est un gâteau chef. Donc, son mode de fonctionnement, comme toutes les protéines, elle est produite à l'intérieur de la cellule, mais sa fonction principale, c'est d'aller activer des gènes. Et donc, il faut qu'elle aille dans le noyau, qu'elle fasse tout ce trajet représenté par la flèche noire, passer à travers la cellule pour entrer dans le noyau. Et là, elle va pouvoir exercer son activité, activer ses gènes cibles. D'accord? Et donc, on pourrait essayer de l'empêcher de lier ses gènes cibles. Ça, c'est une stratégie de Julie Dumonceau qu'on a visité avec Ami FSH récemment. Donc, elle va empêcher DUX4 d'aller se coller sur son gène. Une autre stratégie, et là, c'est plutôt basé sur le fait que les œstrogènes protègent contre la toxicité de DUX4, c'est d'empêcher DUX4 d'entrer dans le noyau. Et donc, apparemment, les femmes sont en général protégées mieux que les hommes contre la toxicité de DUX4. Ce serait lié à leurs œstrogènes qui viendraient empêcher DUX4 d'entrer dans le noyau pour exercer sa toxicité. Et alors, le dernier niveau, c'est d'agir au niveau de la protéine DUX4 pour soit induire la destruction de la protéine, soit empêcher la protéine enfin la déstabiliser, je vais y arriver. D'accord? Et donc, on ne sait pas encore très bien quoi. Et il y a une série de chercheurs, et notamment chez Phasiotherapies, dont la recherche de médicaments consiste à trouver un médicament qui empêche la protéine d'être produite. Et donc, ce qu'ils regardent, c'est est-ce que la protéine DUX4 disparaît? Et ça va devenir un médicament. Mais ils n'ont aucune idée de la manière dont leur médicament agit pour empêcher la protéine DUX4 d'être fabriquée. Est-ce que ça agit au niveau de la chromatine, au niveau de l'ARN, ou est-ce que ça empêche la protéine de rentrer dans le noyau? À ce stade-ci, ils n'en savent rien. Et ça, c'est le cas de Fulcrum et c'est le cas de Phasiotherapies à ce stade-ci. Voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'ils trouvent des choses qui apparemment agissent et l'incertitude, c'est de savoir comment ça agit concrètement. A priori, en tout cas, nous, on ne le sait pas. Sans doute que le savent par leurs recherches, mais nous, aujourd'hui, on n'en a pas l'information. Voilà, donc j'ai bien mis une grosse croix sur la protéine. Donc la protéine est bien disparue, mais on ne sait pas par quel biais. Et donc, si ça vous intéresse, on peut reprévoir d'autres séances d'explication sur les stratégies thérapeutiques qui sont en cours et qui pourraient agir à d'autres niveaux par rapport à celui dont je vous ai parlé cette fois-ci, qui était d'agir au niveau du précurseur du messager. Voilà, voilà. Eh bien, merci infiniment, Alexandra. C'était, en tout cas, pour moi, passionnant, comme toujours. Voilà, c'était très, très bien, très dense. Et les prochaines fois, donc, on abordera les autres stratégies dont tu as dressé un petit peu la liste là. On essaiera de trouver, j'imagine, ça va pas être très compliqué pour toi, de trouver des exemples et des illustrations parmi les recherches en cours connues ou un peu moins connues qui pourraient venir illustrer le propos de qu'est-ce qu'on est en train de chercher pour trouver la bonne thérapeutique ou les bonnes thérapeutiques pour notre pathologie. C'est ça. Et donc, comme c'est une maladie causée par ce qu'on appelle un gain de fonction, donc il faut vraiment arriver à éliminer au moins 90% de cette protéine gâteau au chef pour s'assurer d'améliorer la fonction du muscle pour que
le muscle ne se fasse plus démolir à cause de l'expression de ces gènes d'embryon. Et donc, il est vraisemblable qu'un seul médicament ne va pas arriver à ce niveau d'efficacité pour éliminer la production de DUX4. Et donc, vraisemblablement, on va devoir avoir des médicaments qui agissent à différents niveaux, au niveau de la chromatine, au niveau du précurseur de l'ARN messager, au niveau du messager, au niveau de la protéine, au niveau de l'entrée de DUX4 dans le noyau, au niveau de sa capacité d'activer ces gènes cibles. Et donc, on va probablement devoir, comme dans le cas du sida, imaginer un cocktail d'agents thérapeutiques. Comme dans le sida, on fait une trithérapie. On va vraisemblablement s'orienter vers ça, agir à différents niveaux. Et donc, c'est ça qui est vraiment très encourageant, je crois, pour le moment. C'est que avec les différentes approches qui sont prises par différents laboratoires de recherche ou maintenant de plus en plus de firmes pharmaceutiques, on va fabriquer les ingrédients de ce cocktail qui va résoudre le problème de la FSHD 1 et 2. Et donc là, Alexandra, j'ai une petite remarque. Alors, elle est sous forme de boutade, c'est un commentaire sur Facebook, mais je vais quand même le donner parce qu'en fait, il est intéressant. Et la solution, indique Eric, c'est de changer de sexe quand on est un homme et de passer avec des compléments, enfin, être boosté aux oestrogènes. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ou ça ne Alors, marcherait pas? voilà, ça ne marche pas à 100% parce que malheureusement, il y a aussi des femmes atteintes de FSHD. Mais ce qu'on constate, c'est que dans une même famille, avec le même défaut génétique, en général, les femmes déclenchent la maladie avec 10 ans de décalage Voilà. par rapport aux hommes. Donc, on a une protection pendant un certain laps de temps parce que ça va aider à freiner l'entrée de DUX4 dans le noyau. Et donc voilà. Donc le souci, c'est que trop d'œstrogènes, ça peut causer aussi des pathologies et que donc ce n'est qu'un phénomène partiel. Et puis les femmes, il arrive un moment où elles sont ménopausées, elles produisent beaucoup moins d'œstrogènes et donc la protection naturelle qu'elles ont contre DUX4 diminue. Et donc moi personnellement, je suggérerais aux femmes atteintes de FSHD qui sont ménopausées de discuter sérieusement avec leur gynécologue pour demander, avant d'atteindre le stade total d'arrêt de production des œstrogènes, de faire une transition douce au début de la ménopause vers un complément hormonal à prendre qui, bon, pour les femmes qui ont des grosses bouffées de chaleur, par exemple, c'est quelque chose qui va diminuer ce phénomène et donc qui peut être quelque chose de très utile à faire et qui pourrait aussi ralentir la progression de leur maladie musculaire. Alors, il y a une certaine angoisse à prendre des grandes quantités d'œstrogènes parce que ça pourrait favoriser la formation de cancer du sein. Et donc, il faut trouver un équilibre. Il y a eu, il y a 5-6 ans, une grande angoisse pour les femmes ménopausées qui prenaient des compléments d'œstrogène, de se dire elles vont toutes développer un cancer du sein. Mais en fait, l'étude à la base avait été faite aux États-Unis où les doses d'œstrogène qui étaient données dans les pilules post-ménopause étaient beaucoup plus élevées que celles qu'on donnait en Europe. Et donc, je crois que le problème est beaucoup moindre au niveau européen. Il y a maintenant des compléments œstrogènes à beaucoup plus petite dose. Et donc, je crois sincèrement que les femmes qui approchent de la ménopause devraient discuter de ce problème avec leur gynécologue parce que pour leur pathologie musculaire, le fait d'avoir quand même des œstrogènes qui restent est quelque chose, à mon avis, de très important. Et juste pour une petite précision, parce qu'au tout début, tu donnais les noms de ceux qui ont découvert l'ADN, Oui. et ils sont deux. Enfin, en tout cas, on connaît deux noms d'hommes, mais en fait, il y a aussi une femme qui a participé extrêmement activement, qui a jamais été reconnue, mais qui a pris les photographies qui ont permis de savoir que c'était une hélice. Et cette dame s'appelle Rosalind Franklin, et donc elle mériterait aussi d'être citée quand on cite les précurseurs, enfin ceux qui ont découvert l'ADN. Tu as tout à fait raison. Et donc, cette pauvre femme, elle avait pris des photos aux rayons X de cristaux d'ADN. Et ce que Watson écrit qu'on fait, c'est simplement interpréter les images de très haute qualité qu'elle avait développées. Et donc, le problème de Rosaline, c'est qu'elle est malheureusement décédée avant le moment de l'attribution du prix Nobel.
décédée d'un cancer causé par les rayons X qu'elle avait manipulés pendant toute sa vie de chercheuse. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'est même pas reconnue comme étant associée à la découverte de l'ADN. C'est incroyable. Tu as raison. Voilà. Je vais changer ma diate. Je te présente. Non, mais pas que toi. Le monde Oui, entier non, mais ne reconnaît pas, le monde scientifique n'a pas associé son nom à cette découverte. oui. Donc, parenthèse égalitaire terminée. Très bien, c'est très bien. Je te félicite, Vincent. C'est important. Souvent, en la science, il y a beaucoup de femmes qui font des très belles photos et que les hommes interprètent facilement. Et on peut peut-être aller un petit cran plus loin. Il y a ce qu'on appelle, j'ai découvert le phénomène Matilda. Alors, il faut voir sur Wikipédia le phénomène Matilda. Donc, c'est le fait qu'une femme découvre quelque chose d'important et après la découverte, les hommes s'emparent de la découverte et oublient le nom de la femme. Voilà. Alors, j'espère que grâce à vous, ça ne va pas être le cas. Alexandra égale Mathilda. Non. Mais c'est quand même surprenant que la FSH Society a déjà donné des prix pour les chercheurs qui ont été majeurs dans les avancées sur la FSHD et que jusqu'ici, voilà, c'est surtout des hommes. Enfin, c'est rigolo ce que tu dis parce qu'en y réfléchissant 30 secondes, c'est peut-être le fait du hasard ou le fait qu'on est constitué comme ça et qu'on a cette appétence. Ami FSH finance beaucoup d'équipes féminines. Oui. Majoritairement même. Voilà. C'est très peut-être bien. parce que vous êtes plus nombreuses et peut-être que c'est plus intéressant, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, merci, c'était super intéressant, Alexandra. Donc, j'espère que ça a plu à tous nos camarades. Je pense qu'il y avait quelques commentaires sympathiques. Et puis donc, à très bientôt pour une prochaine session. Je ne sais pas à laquelle ça sera, mais en tout cas, une prochaine session avec toi dans quelques temps, j'imagine. Ça va se programmer d'ici peu. C'est bien. Merci. Et donc, je vous félicite pour l'amélioration technique par rapport à la première séance où là, maintenant, on peut interagir et montrer Super. des diapos. Production hollywoodienne en France. La prochaine fois, on aura des films. Bonne fin de journée à tous et puis Merci. bonne fin de journée à toi. À bientôt. À bientôt, Alexandra. Je t'embrasse. Au revoir. Merci à tous d'être venus m'écouter. Au revoir. Au revoir.